Mon mari m'a tendu les papiers du divorce. Sa maîtresse était assise sur ma chaise. Tu seras parti d'ici vendredi, a-t-il dit. Elle a souri. Je t'aiderai à faire tes valises. J'ai signé. Puis j'ai demandé, est-ce que ton avocat t'a dit qui possède l'entreprise? Elle a cessé de sourire. Rick m'a envoyé un message à 16h13 cet après-midi-là. Pouvons-nous dîner à la maison ce soir? Il faut qu'on parle. C'était tout. Pas de cœur, pas de je t'aime, aucune mention de ce dont il voulait parler. J'ai fixé le message pendant peut-être 10 secondes, puis j'ai posé mon téléphone à côté de la planche à découper et j'ai continué à éplucher les carottes. Après 31 ans de mariage, il faut qu'on parle pouvait signifier n'importe quoi, d'un toit qui fuit à l'un des enfants qui a besoin d'argent. J'ai préparé un rôti de bœuf. Cela en dit probablement plus sur moi que ça ne le devrait. Quand les choses semblaient incertaines, je cuisinais quelque chose de familier. Vers 18h30, la maison sentait les oignons, le bœuf et le romarin. J'avais de la purée de pommes de terre dans un bol couvert. Des carottes glacées avec un peu de beurre et de la sauce qui restait au chaud sur le feu arrière. Rick était censé être à la maison à 18h. À 18h58, j'ai entendu la porte du garage, puis des voix. 2 voix. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et je me suis dirigé vers la salle à manger. Rick est entré le premier. Vanessa Cole est entrée derrière lui. Je connaissais Vanessa, bien sûr que je la connaissais. Elle travaillait chez Mercer Commercial Intérieur depuis environ 1 an et demi. Directrice du développement commercial. La quarantaine. Toujours soignée, toujours posée, toujours habillée comme si elle pouvait accidentellement se retrouver à la télévision avant le déjeuner. J'étais assise à 2 sièges d'elle au dîner de Noël de l'entreprise. Elle avait complimenté mes boucles d'oreilles. C'est le genre de détail auquel votre esprit s'accroche quand le reste de la soirée commence à devenir insensé. Elle a enlevé son manteau et l'a drapé sur le dossier d'une de mes chaises de salle à manger. Puis elle s'est assise sur ma chaise. Maintenant, je me rends compte que cela semble mesquin. Mesquin? C'est une chaise, cadre en chêne, coussin de couleur crème, rien de sacré à ce sujet, mais c'était ma place à cette table depuis plus de 20 ans. C'est là que je m'asseyais quand Émilie avait encore besoin d'un rehausseur à côté de moi. Ou Ben a pleuré une fois à cause de l'algèbre parce qu'apparemment les fractions étaient une attaque personnelle. Où j'avais équilibré les listes de courses, les autorisations scolaires, les factures, les gâteaux d'anniversaire et plus de dîners en semaine que je ne pouvais en compter. Vanessa savait où elle s'asseyait. C'était la première chose que j'ai comprise. La seconde était que Rick ne me regardait pas. Je suis resté là avec le torchon toujours à la main. Pourquoi Vanessa est-elle ici? Rick a tiré la chaise en face de moi. Assieds-toi, Diane. Cela m'a plus irrité que s'il avait élevé la voix. Je suis debout dans ma propre salle à manger. Je pense que je vais me débrouiller. Vanessa lui a jeté un coup d'œil. Rick a soupiré. Puis il a fouillé dans le portefeuille en cuir qu'il transportait pour les réunions avec les clients et en a sorti une épaisse enveloppe blanche. Il l'a placée à côté de mon assiette. J'ai déposé la demande ce matin. J'ai regardé l'enveloppe, puis lui. Pourquoi? C'était une question stupide, je le savais avant qu'il ne réponde. Divorce. Il y a des moments où votre esprit fait quelque chose d'étrange. Il remarque tout sauf ce qui compte. Je me souviens de la saucière. Je me souviens qu'une des carottes avait roulé de la cuillère de service sur la nappe. Je me souviens avoir pensé que le rouge à lèvres de Vanessa était trop rose pour son teint. N'importe quoi sauf le mot divorce. Je me suis finalement assise. Pas sur ma chaise. Celle-là était occupée. Rick a poussé l'enveloppe vers moi. Je pense qu'il vaut mieux que nous gérions cela comme des adultes. J'ai ri une fois. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Vanessa a légèrement bougé. Rick a froncé les sourcils. Quoi? Tu as amené ta petite amie à dîner pour me remettre les papiers du divorce. Ne l'appelle pas comme ça. J'ai regardé Vanessa. Que préféreriez-vous? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Rick s'est penché en avant. J'en ai fini de cacher des choses. Il l'a dit comme s'il venait de faire un choix moral courageux. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Tu en as fini de cacher des choses.
Oui, c'est généreux de ta part. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait plus de papier que je ne l'avais prévu. Requête, avis préliminaire, déclaration financière, langage sur la propriété. Je n'ai pas lu chaque mot. J'en ai lu assez. Puis Rick a dit très calmement, tu seras parti d'ici vendredi. J'ai levé les yeux. Excuse-moi. Tu peux rester chez Carole pendant un certain temps. Nous nous occuperons de la maison plus tard. La maison? Diane? Non, vas-y. C'est fascinant. Il s'est frotté le front. Je ne veux pas que ça devienne moche. Vanessa a finalement parlé. Son ton était presque doux, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses pires. Je peux t'aider à faire tes valises. Et puis elle a souri. Pas un large sourire. Pas un sourire de méchant de dessin animé. Juste un petit. Comme si elle essayait de ne pas paraître satisfaite et qu'elle échouait. Quelque chose en moi est devenu très calme. J'ai replié la première page. Est-ce qu'Emily et Ben le savent? Rick n'a pas répondu tout de suite. C'était suffisant. Tu leur as déjà dit. Je leur ai parlé. Quand? Cet après-midi. Cet après-midi? Ce sont des adultes, Diane. Ils s'adapteront. Cela m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Pas parce que les enfants étaient des adultes. Ils l'étaient, mais parce qu'il avait eu des heures pour leur raconter sa version de notre mariage avant même que je sache que je divorçais. J'ai regardé à nouveau les papiers. Rick a attrapé sa fourchette. Tu n'as pas besoin d'étudier chaque page ce soir. Je lui ai jeté un coup d'œil. J'ai passé 30 ans à lire des choses que tu n'as pas lues. Il s'est arrêté une demi-seconde, puis a continué à manger. C'était peut-être la partie la plus étrange. Il a réellement commencé à manger le rôti de bœuf. Vanessa non. Elle avait assez de bon sens pour ça. J'ai trouvé l'accusé de réception et je l'ai lu attentivement. Rick m'a regardé. Signe juste où c'est indiqué. Je sais lire. Je n'ai pas dit que tu ne savais pas. Non, tu as juste amené un témoin. Vanessa a baissé les yeux. J'ai signé l'accusé de réception. Rien d'autre. Rick s'est visiblement détendu. Cela m'a dit quelque chose. Il pensait que je me rendais. Pas parce que j'avais un grand plan. Je n'en avais pas. À ce moment-là, j'agissais par choc, par habitude et par l'instinct de base de ne rien signer que je ne comprenais pas. Rick s'est versé plus d'eau. Les avocats peuvent régler le reste. La maison, les comptes de retraite, ta participation minoritaire dans l'entreprise. J'ai levé les yeux. Ma quoi? Il a mâché. Ta participation dans Mercé. Tu as appelé ça minoritaire. Ne fais pas ça ce soir. Je demande ce que tu voulais dire. Il a posé sa fourchette. Tu auras un rachat équitable. Vanessa nous regardait, passant de lui à moi. Je me suis adossé. Pour la première fois de la soirée, la pièce semblait claire. Pas plus facile. Claire. J'ai pris mon stylo, je l'ai refermé et je l'ai posé à côté des papiers. Est-ce que ton avocat t'a dit qui possède l'entreprise? Rick a arrêté de mâcher. Vanessa a cessé de sourire. Il y a eu peut-être 3 secondes de silence. Ça a semblé plus long. Rick a dégluti. Ne commence pas à jouer à des jeux. Je ne suis pas Diane. C'est probablement la première erreur que tu as faite. Il m'a dévisagé. Je n'ai pas expliqué. Je n'aurais pas pu expliquer beaucoup plus sans m'effondrer de toute façon. Alors, je me suis levé, j'ai pris mon sac à main et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Rick m'a appelé. Où vas-tu? Je me suis retourné. Apparemment, je suis censé être parti d'ici vendredi. J'ai pensé prendre une longueur d'avance. Vanessa avait l'air embarrassée maintenant. Bien. Au moins une personne à cette table avait encore ce réflexe. Je suis sorti et je suis monté dans ma voiture. Puis je suis resté assise là. J'ai approché la clé du contact et j'ai manqué. J'ai réessayé, manqué à nouveau. C'est à ce moment-là que mes mains ont commencé à trembler.
Je les ai pressés contre mes cuisses et j'ai regardé à travers le pare-brise la porte du garage. 31 ans. 2 enfants, une maison, une entreprise, des matins de Noël, des chambres d'hôpital, des matchs de football, des paiements d'hypothèque, des vacances qui ont mal tourné, des vacances qui se sont bien passées. Rick endormi à côté de moi pendant 3 décennies de nuits ordinaires. Et d'une manière ou d'une autre, nous étions arrivés là. Des papiers de divorce à côté de purée de pommes de terre froides. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là avant que mon téléphone ne vibre. C'était Émilie. Papa nous a dit que vous vous séparez. Il a dit que vous étiez tous les deux malheureux depuis des années et que vous aviez finalement accepté d'y mettre fin. Maman, est-ce que c'est vrai? Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Et c'est là que j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris à table. Rick n'avait pas seulement décidé de quitter le mariage. Il avait déjà commencé à raconter à tout le monde pourquoi. Et dans sa version, apparemment j'avais accepté la fin avant même de savoir que l'histoire était terminée. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma sœur Carole parce que je ne pouvais penser à aucun autre endroit où aller. Cela semble dramatique, mais en réalité c'était pratique. Carole vivait à 12 minutes, avait une chambre d'amis et n'avait jamais, de sa vie, eu besoin d'un préavis avant de se mettre en colère en mon nom. Elle a ouvert la porte en portant un pantalon de pyjama en flanelle et un de ses vieux sweatshirts de l'Ohio State qu'elle possédait depuis la première administration Bush. Elle m'a jeté un coup d'œil et a dit « Qui est mort ?» Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle a lu la première page debout dans le hall. Puis elle a levé les yeux. « Je vais le tuer. Tu n'es pas bien. Je vais lui causer de graves désagréments. » Je suis passé devant elle pour entrer dans la cuisine. « As-tu du café ? » Il est 20h30. « As-tu du café ? » Elle a montré la machine du doigt. 5 minutes plus tard, j'étais assise à sa table de cuisine avec une tasse que je ne voulais pas et une couverture qu'elle avait jetée sur mes épaules, même si je n'avais pas froid. Carole avait lu assez de papier pour être furieuse. Vendredi ? Oui. Il t'a dit de quitter ta propre maison d'ici vendredi ? Oui. Avec elle assise là ? Oui. Sur ta chaise. Je l'ai regardée. Comment savais-tu pour la chaise ? Tu te plains depuis 20 ans quand Rick s'y assoit pour ouvrir le courrier. C'était vrai. Carole a repoussé les papiers. Prends tout. J'ai frotté mes 2 mains autour de la tasse de café. C'est le problème de tout le monde. Qu'est-ce qu'il pense que tout lui appartient ? Elle a froncé les sourcils. Rick sait que ce n'est pas vrai. Je pensais qu'il le savait. C'était la partie sur laquelle je revenais sans cesse. Rick connaissait la structure de propriété. Il l'avait signée. Il s'était assis en face de mon père et de Martin Alvarez 19 ans plus tôt et avait signé chaque page avec un stylo que mon père lui avait tendu. Il n'y avait pas de fiducie cachée, pas d'héritage secret, pas de documents mystérieux enterrés dans un coffre-fort. Rick savait. Du moins, il le savait autrefois. L'entreprise avait commencé avec lui. Je ne lui enlèverai jamais ça. Rick avait 30 ans quand il a décidé qu'il en avait assez de vendre des meubles de bureau pour quelqu'un d'autre. Il avait 2 costumes, une Buick d'occasion et plus de confiance que de capital d'exploitation. Je pensais qu'il était fou. Je pensais aussi qu'il était merveilleux. À l'époque, ces 2 choses étaient plus faciles à confondre. Il savait vendre. Seigneur, cet homme savait vendre. Il se souvenait des noms des épouses des gens, des universités de leurs enfants, si le père de quelqu'un avait subi une opération du genou. Il pouvait entrer dans un cabinet dentaire pour vendre 12 chaises de réception et rentrer à la maison avec un accord pour redessiner toute la suite. Je faisais la facturation à notre table de cuisine après qu'Émilie soit allée au lit. Puis j'ai commencé à m'occuper des fournisseurs, puis de la paie, puis de la planification, puis des recouvrements parce que Rick détestait appeler les gens qui nous devaient de l'argent. Il disait, ils paieront. Je disais, la compagnie d'électricité a une philosophie similaire à notre égard. Nous travaillons bien ensemble, vraiment bien pendant longtemps. C'est important. Je n'aime pas les histoires où un mariage de 31 ans est réécrit pour que chaque souvenir devienne la preuve que le mari a toujours été terrible. Rick n'a pas toujours été terrible. Notre mariage non plus. Le problème avec la vraie vie, c'est que les bonnes années comptent toujours même quand la fin est moche.
Environ 9 ans après le début de l'entreprise, Rick a décidé que nous étions prêts à grandir. Techniquement, il avait raison. Pratiquement, il a essayé de grandir 3 ans en 18 mois. Nouvel entrepôt, plus d'employés, plus de crédits, 2 gros contrats commerciaux qui payaient beaucoup plus lentement que prévu. Le temps que nous comprenions à quel point le problème de trésorerie était grave, la paix devenait un service de prière du vendredi matin. C'est alors que mon père est intervenu. Papa avait possédé un petit atelier d'usinage près de Dayton pendant près de 40 ans. Il n'était pas riche dans le sens où les gens l'entendent quand ils disent riche. Il conduisait le même pick-up Ford jusqu'à ce que le plancher commence à perdre ses arguments contre les hivers de l'Ohio. Mais il avait vendu l'atelier. Il avait de l'argent. Et il comprenait les entreprises qui semblaient en bonne santé juste avant de cesser de respirer. Il a offert de mettre 240,000 $. Rick a été soulagé pendant environ 6 minutes. Puis papa a expliqué la condition. L'entreprise serait recapitalisée. Je recevrais la participation majoritaire. Rick l'a regardé de l'autre côté de la table de conférence de Martin. Tu ne me fais pas confiance. Papa a dit, je t'aime bien, Rick. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Non, ce n'est pas ça. Je me souviens avoir voulu ramper sous la table. Papa a croisé les mains. Je t'aime bien, mais aimer quelqu'un n'est pas un plan financier. Rick m'a regardé. Je me souviens encore de ce regard. Blessé, embarrassé, en colère. J'ai presque dit à papa, non. C'est la vérité. J'ai presque choisi de protéger la fierté de Rick plutôt que de protéger notre maison, nos enfants et l'argent que mon père avait travaillé toute sa vie pour économiser. Papa a dû le voir sur mon visage, il a dit doucement. Diane, ne confonds pas mariage et aveuglement. La restructuration a eu lieu, 62% pour moi, 38% pour Rick. Pendant des années après, Rick en plaisantait. Au pique-nique de l'entreprise, il disait, attention. Techniquement, ma femme peut me virer. Ou quand Martin voulait des papiers signés. Demandez à l'actionnaire majoritaire, je ne suis que décoratif. Tout le monde riait. Je riais aussi. Au début, lui aussi. À un moment donné, il a arrêté. Je ne me souviens pas exactement quand. C'est la chose irritante avec les mariages. Les plus grands changements s'annoncent rarement. Personne ne sonne une cloche en disant, c'est l'année où le ressentiment devient permanent. Le lendemain matin à 9 h, j'étais assise en face de Martin Alvarez. Martin était notre expert comptable depuis avant la naissance de Ben. Il avait les cheveux argentés, des lunettes à monture métallique et l'habitude déconcertante d'attendre que vous ayez fini de parler avant de répondre. J'ai posé les papiers du divorce sur son bureau. Puis j'ai dit la phrase que je m'étais répétée la moitié de la nuit. Je possède 62%. Martin a hoché la tête. Oui. J'ai attendu. Il a attendu. C'est tout ce que tu vas dire? Que espérais-tu que je dise? Je me suis adossé. Je ne sais pas. Peut-être que Rick ne peut pas faire ça. Faire quoi? Je l'ai dévisagé. Tout ça. Martin a enlevé ses lunettes. Diane, ta participation te donne le contrôle de l'entreprise. Elle ne te donne pas le contrôle d'un divorce. Ce n'était pas le discours que j'étais venu chercher. Alors, il ne peut pas me forcer à vendre. Pas automatiquement. Puis-je le virer? Possiblement. Possiblement? Tu peux le retirer d'un poste de direction sous réserve des documents constitutifs et de toutes les obligations contractuelles existantes. Martin. Il a soupiré. Tu as posé une question juridique dans le bureau d'un comptable. C'est ce que tu obtiens. Malgré tout, j'ai presque souri. Puis j'ai demandé, peut-il prendre des clients? Les clients ne sont pas du bétail. Je sais ça. Ils peuvent choisir ou faire affaire. Rick a des relations personnelles avec plusieurs comptes importants. Si tu le vires mal, certains pourraient le suivre. Mon estomac s'est noué. Que arrive-t-il à la paix si ça devient moche? Ça dépend à quel point c'est moche. Ce n'est pas utile. Non, c'est précis. Il s'est penché en avant. Tu as 38 employés. Tu as des projets en cours. Tu as des dettes.
Tu as des contrats avec des pénalités d'achèvement. Tu as aussi un mari qui possède 38% de l'entreprise et qui a généré une part significative des revenus pendant des années. J'ai regardé par sa fenêtre. Il y avait une équipe de paysagistes qui soufflaient les feuilles sur le parking. Un matin très ordinaire. Une vie très extraordinaire. Donc, 62% ne signifie pas que je gagne. L'expression de Martin s'est adoucie. Diane, 62% te donne un levier. Ça ne te donne pas une victoire nette. Je l'ai un peu détesté de l'avoir dit, ce qui signifiait généralement que Martin m'avait dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Il a pris un dossier. Il y a autre chose. Bien sûr, il y en avait. As-tu approuvé le nouvel arrangement de rémunération de Vanessa Cole? Je l'ai regardé. J'ai approuvé son salaire quand nous l'avons embauché. Quelque chose impliquant des actions? Non. Il a fait glisser un courriel imprimé sur le bureau. J'ai lu les premières lignes. Puis j'ai recommencé. C'était de Rick à Vanessa. La plupart étaient du langage commercial, croissance future, structure d'incitation, transition de direction. Puis une phrase m'a arrêté. Une fois le divorce finalisé et que j'aurai le contrôle total, nous officialiserons ta participation. Je l'ai relu. Martin n'a rien dit. J'ai levé les yeux. Il lui a promis une partie de l'entreprise. Oui. Il ne peut pas faire ça. Pas de la manière dont il le décrit. J'ai regardé à nouveau le courriel. L'arrogance de la chose m'a presque impressionné. Il avait promis à une autre femme un morceau de quelque chose qu'il n'avait pas l'autorité de donner. J'ai demandé, combien? Martin a hésité, assez pour que je devine qu'elle pense qu'elle est sur le point de devenir ta remplaçante à plus d'un titre. Cela a atterri différemment des papiers de divorce. La maison était une chose. Mon mariage en était une autre. Mais ceci, c'est Eric qui prenait une histoire que nous avions construite ensemble et qui en distribuait des chapitres comme s'il avait écrit tout le livre lui-même. Le lundi matin chez Mercé, c'était comme si quelqu'un avait changé la pression atmosphérique. Personne n'a rien dit directement. C'était presque pire. J'ai traversé le bureau principal à 8h15, portant mon sac d'ordinateur portable et un gobelet en papier de café que je n'avais pas touché. 2 personnes près de la réception ont cessé de parler quand elles m'ont vu. Un des jeunes designers m'a fait un sourire si prudent qu'il aurait pu être accompagné d'instructions. J'ai dit bonjour comme je le faisais toujours. Puis j'ai continué à marcher. Rick est arrivé 20 minutes plus tard. Il avait l'air reposé. Cela m'a plus irrité que ça n'aurait dû. Vanessa est entrée séparément, ce qui, je suppose, était censé paraître discret. À ce stade, la discrétion semblait un peu tardive. Vers 9h40, je suis sorti de mon bureau et j'ai entendu la voix de Marlène du bout du couloir. Vanessa, Diane a cette salle à 10h. J'ai ralenti. Vanessa se tenait à l'entrée de la salle de conférence de la direction avec son ordinateur portable ouvert sur la table. Rick a dit que je pouvais l'utiliser. Marlène a regardé l'écran de planification devant elle. Rick ne gère pas le calendrier. C'était tout. Pas de sourire, pas d'agressivité dans sa voix, juste un fait. Vanessa l'a dévisagé une demi-seconde, puis a rassemblé ses affaires. J'ai continué à marcher avant que l'une d'elles ne me voie. C'était peut-être enfantin, mais j'ai apprécié ça plus que je n'aurais dû. Pas parce que Vanessa a perdu une salle de conférence, mais parce que pour une fois, je n'ai pas eu à expliquer quoi que ce soit. Le système savait déjà qui était censé être où. Ce sentiment a duré environ 12 minutes. Puis je suis allé dans le bureau de Rick. Il était au téléphone avec un client. Je suis resté dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce qu'il ait fini. Quoi? Non. Bonjour. J'ai fermé la porte derrière moi. Tu as promis la propriété à Vanessa. Rick s'est adossé. Martin te l'a montré. Oui. Il ne devrait pas transférer de correspondance privée. Il le devrait quand tu promets des actions que tu ne contrôles pas. L'expression de Rick s'est durcie. Elle a apporté 3 comptes majeurs l'année dernière. Ce n'était pas ma question. Elle mérite une participation. Je l'ai dévisagé. Tu ne peux pas donner ma peau. Il a ri une fois, mais il n'y avait rien d'amusé là-dedans. Voilà.
C'est exactement ça. Quoi exactement? Tout est à toi. J'ai croisé les bras. 62% est à moi. C'est de l'arithmétique. Non, je parle de la façon dont tu penses. Je n'ai rien dit. Cela a semblé l'encourager. Tu contrôles les opérations. Tu contrôles les dépenses. Tu contrôles l'embauche au-delà d'un certain niveau. Tu contrôles les fournisseurs. Tu contrôles chaque fichue chose qui compte. Parce que quelqu'un doit le faire. Son visage a changé. Pas beaucoup, mais je l'ai vu. Bien sûr. J'ai su immédiatement que j'avais touché quelque chose de plus ancien que Vanessa. Rick s'est levé. J'ai démarré cette entreprise. Je sais. Vraiment? Quel genre de question est-ce? Le genre que j'aurais dû poser il y a 15 ans. J'ai senti la colère monter en moi. Tu nous as presque mis en faillite il y a 15 ans. 19. D'accord. 19. Et depuis lors, chaque décision passe par toi parce que l'argent de papa nous a sauvés. L'argent de ton père a sauvé le bilan. J'ai sauvé l'entreprise. Oh, pour l'amour de Dieu, j'ai apporté les clients. Et qui a livré ce que tu as vendu? Il a détourné le regard. J'ai continué parce que j'étais en colère maintenant aussi. Qui a calculé la paie quand 3 clients ont payé avec 60 jours de retard? Qui a renégocié le bail de l'entrepôt? Qui nous a empêchés d'être lâchés par notre assureur? Qui a passé la veille de Noël à corriger le contrat au Sorn parce que tu avais promis un calendrier de livraison qui n'existait pas? Rick s'est retourné vers moi. Tu vois, tu ne peux même pas t'entendre. Ça m'a arrêté. Il a montré le sol entre nous. Je suis devenu un vendeur dans l'entreprise que j'ai créée. Tu es un vendeur. Je suis devenu ton vendeur. Pendant une seconde, j'ai voulu rire de l'absurdité de la chose. Puis non, parce qu'il y avait quelque chose sur son visage que je reconnaissais. Le ressentiment. Un vieux ressentiment. Pas fabriqué pour le divorce, pas inventé parce que Vanessa avait besoin d'une histoire. J'en avais vu des bribes au fil des ans et j'avais traité chacune d'elles comme une mauvaise humeur isolée. Rick s'est rassis. Chaque fois que j'ai pris une mauvaise décision, tu as pris le relais. Une mauvaise décision. Tu sais ce que je veux dire. Je le savais. C'était le problème. Quand Rick oubliait quelque chose d'important, je m'en occupais la fois suivante. Quand il dépensait trop, je prenais en charge le budget. Quand il embauchait la mauvaise personne, j'insistais pour approuver les cadres supérieurs. Quand il faisait une promesse que les opérations ne pouvaient pas tenir, je m'insérais plutôt dans le processus. Chaque décision individuelle avait du sens. Empilez suffisamment de décisions sensées et vous pouvez construire une prison sans vous en rendre compte. Cela n'excusait pas l'affaire. Cela n'excusait pas d'avoir amené Vanessa chez moi. Mais cela compliquait l'histoire que je voulais me raconter. Je l'ai regardé. Tu étais malheureux. Oui. Alors, tu as couché avec une employée. Son visage s'est crispé. Ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est absolument de ça que nous parlons. Il a de nouveau détourné le regard. Je me suis levé. Tu n'as pas le droit de transformer le ressentiment en permission. Puis je suis parti avant de dire quelque chose que je regretterais. Vanessa m'a rattrapé près des ascenseurs environ 1 heure plus tard. Diane. J'ai continué à marcher. Puis-je te parler? Je me suis arrêté. Si c'est à propos de la salle de conférence, Marlène est terrifiante mais juste. Cela l'a prise au dépourvu. Ce n'est pas ça. Elle avait l'air nerveuse. C'était nouveau. Nous sommes entrés dans une petite salle de réunion près de la comptabilité. Vanessa a fermé la porte. Rick m'a dit que tu savais. Savais quoi? Que le mariage était terminé. Je l'ai dévisagé. Il a dit que c'était fini depuis des années. Ça semble pratique. Il a dit que tu ne le laissais pas partir. J'ai réellement ri. Ne le laissez pas. Il a dit que l'arrangement de propriété compliquait tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement à propos de l'entreprise? Vanessa a hésité. Que l'investissement de ton père a mis des actions à ton nom? Des actions? Oui.
et il a dit que c'était principalement une planification successorale technique, une protection familiale, qu'il avait toujours contrôlé l'entreprise sur le plan opérationnel. Je me suis assise, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'étais soudainement fatigué. Il t'a dit que je possédais 62% à titre de formalité. Il a dit que tu allais le laisser te racheter. Je n'ai jamais accepté ça. Son visage a changé. Juste une fraction. Il a dit que tu avais accepté. Non. Vanessa a baissé les yeux sur la table. Pour la première fois depuis qu'elle s'était assise sur ma chaise, j'ai vu autre chose que de la confiance. Pas du remords exactement, plutôt comme un calcul mental qui se passait derrière ses yeux. J'ai dit, tu devrais probablement commencer à vérifier les choses qu'un homme marié te dit quand la réponse se trouve être exactement ce que tu veux. Elle m'a regardé. Ce n'est pas juste. Non, rien de tout ça n'est juste. Je l'ai laissé là. À 14 h cet après-midi-là, j'étais au téléphone avec un de nos plus gros clients. Marc Delaney travaillait avec Mercé depuis près de 11 ans. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air nerveux. Rick a mentionné une transition de direction. J'ai fermé la porte de mon bureau. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Rien de spécifique, juste que les choses pourraient paraître différentes bientôt. J'ai serré le téléphone. Marc, Mercé fonctionne normalement. J'imagine. Mais nous sommes sur le point d'autoriser la prochaine phase du projet du centre médical. J'ai besoin de savoir qui sera responsable. Je le suis. Silence, puis. D'accord. Cela aurait dû me rassurer. Ça ne l'a pas fait, parce que Rick avait déjà semé le doute là où il n'y en avait pas. À 17 h 30, je voulais rentrer à la maison. Puis je me suis souvenu que je ne rentrais pas à la maison, alors j'ai conduit pour retrouver Émilie à la place. Elle avait choisi un café près de chez elle. Elle était déjà assise à une table d'angle quand je suis entré. Pas de câlin. Ça a fait mal. Je me suis assise en face d'elle. Elle avait l'air épuisée. Alors. Papa dit que tu le contrôles depuis des années. Il n'y a pas de façon douce pour votre enfant de dire une phrase comme ça. J'ai enlevé mon manteau. Ton père est en colère. Ce n'est pas une réponse. Non. Elle m'a regardé directement. Est-ce que tu possèdes la majeure partie de l'entreprise? Oui. Combien? 62%. Ses sourcils se sont levés. Depuis quand? Depuis que tu as 9 ans. Émilie s'est adossée. Tu es sérieuse? Oui. Et papa possède le reste, 38. Elle m'a dévisagé un long moment. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Tu nous as laissé l'applaudir? J'ai froncé les sourcils. Quoi? Tous ces dîners? J'ai su immédiatement ce qu'elle voulait dire. Le prix de la chambre de commerce, le banquet des fournisseurs. La fête du 25e anniversaire de Mercé. Rick sur une scène, parlant de partir de rien. Émilie a continué. Chaque fois que quelqu'un disait, papa a bâti l'entreprise. Chaque fois qu'il recevait un prix. Tu étais assise là, souriante. Je n'ai rien dit. Tu savais que ce n'était pas seulement la sienne. Oui. Et tu nous as laissé, Ben et moi, penser que c'était le cas. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Oui. Pourquoi? J'avais plusieurs réponses prêtes. Aucune d'elles ne sonnait bien à voix haute. Parce que Rick était meilleur en public. Parce que je détestais l'attention. Parce que la structure de propriété était privée. Tout était vrai. Rien n'était complet. Finalement, j'ai dit, parce que ton père avait besoin de sentir qu'il était celui qui nous portait. Le visage d'Émilie s'est adouci une demi-seconde. Puis elle a demandé, et toi, de quoi avais-tu besoin? J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Cette question m'a suivi jusqu'à la maison de Carole. Quoi? J'avais besoin de paix. Peut-être de sécurité, de me sentir utile, de faire en sorte que tout fonctionne. J'avais passé des années à être furieuse que les gens ne voient pas ce que je faisais. Et maintenant, j'étais forcé d'admettre quelque chose que j'aimais encore moins. J'avais aidé à leur apprendre à ne pas regarder.
Le mardi matin, j'avais cessé de penser à comment battre Rick. Cela semble noble. Ça ne l'était pas. J'étais fatigué. Il n'y a qu'un certain nombre d'heures que vous pouvez passer à imaginer la chose parfaite à dire à quelqu'un avant de réaliser que vous avez encore des factures à approuver et 38 personnes qui attendent leur salaire le vendredi. Alors, je me suis fait une liste. Protéger l'entreprise. Empêcher Rick de prendre des engagements qu'il n'avait aucune autorité de prendre. Découvrir ce que je ne savais pas d'autre. Ce troisième point me dérangeait le plus. Martin avait déjà commencé à examiner toute activité financière récente et inhabituelle de l'entreprise. Je ne lui ai pas demandé d'enquêter sur Rick comme un criminel. Je n'avais pas à le faire. Nous nous dirigions vers un divorce impliquant une entreprise à capital fermé. Examiner attentivement les livres était du bon sens. Pourtant, je savais ce que j'avais peur qu'il trouve. De l'argent allant là où il ne devrait pas. Un compte séparé. Des fonds de l'entreprise payant l'appartement de Vanessa, ou des bijoux, ou un week-end romantique que j'aurais ensuite le plaisir de découvrir via un rapport de dépenses. Le mercredi après-midi, Martin a appelé. « Peux-tu passer ? Est-ce du langage de comptable pour mauvaise nouvelle ? C'est du langage de comptable pour je ne veux pas expliquer ça pendant que tu conduis au point. Ça semble pire. Viens juste. » Quand je suis arrivé, il avait un bloc-notes jaune couvert de chiffres. Je me suis assise. D'accord. Combien a-t-il volé ? Martin a levé les yeux. Rien. J'ai cligné des yeux. Rien. Je n'ai pas dit qu'il a été responsable. Il a tourné le bloc-notes vers moi. Il y avait des repas qui n'auraient pas dû être facturés à Mercé. Une facture d'hôtel liée à une conférence à laquelle Vanessa n'avait pas officiellement assisté. Un service de voiture. Quelques autres dépenses qui étaient assez discutables pour m'ennuyer, mais loin du désastre que j'avais imaginé. Mais pas de fonds détournés, a dit Martin. Pas de compte d'entreprise secret, pas de gros transferts inexpliqués. Je me suis adossé. Oh. Martin m'a regardé. Tu as l'air déçu. Je suis soulagé. Ça semble plus sain. Non, c'est ça le problème. Il a attendu. J'ai regardé le plafond. Mon mari m'a servi les papiers du divorce avec sa petite amie assise à ma table, et je suis soulagé qu'il ne me vole pas en plus. Martin a posé son stylo. Vous avez été mariés 31 ans. Je sais que tu n'as pas à détester chaque molécule de son corps d'ici mardi. Ça simplifierait les choses. Oui, la haine est très efficace. Ça m'a fait sourire malgré moi. Puis il a tourné une autre page. Malheureusement, Rick a trouvé d'autres façons d'être stupide. Voilà. Environ 11 mois plus tôt, Rick avait fortement insisté pour une expansion liée à un nouveau projet de santé régionale. Je me souvenais des disputes. Il pensait que nous étions trop prudents. Je pensais que les revenus prévus étaient trop optimistes. Nous avions fait un compromis. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce que je ne savais pas, c'est que Rick avait personnellement garanti une partie du financement lié à l'expansion. J'ai dévisagé Martin. Il a signé une garantie personnelle. Oui. Pourquoi ? Probablement parce que le prêteur l'a demandé. Martin ? Il a levé la main. Je n'étais pas là. Le projet n'échouait pas vraiment. Il ne produisait simplement pas ce que Rick avait prévu. Et l'exposition à la dette était beaucoup plus inconfortable qu'il ne l'avait jamais admis. Soudain, une partie de son comportement avait plus de sens. Pas un sens acceptable. Rick n'essayait pas seulement de sécuriser son prochain chapitre avec Vanessa. Il avait peur. S'il perdait son salaire de dirigeant, son statut chez Mercé, et finalement une partie de ses actifs dans le divorce, il ne s'engageait pas dans la nouvelle vie insouciante qu'il avait apparemment annoncée. Il s'engageait dans la dette avec une femme qui pensait qu'il contrôlait une entreprise qu'il ne contrôlait pas. J'ai détesté être si proche d'avoir pitié de lui. Ce soir-là, j'ai retrouvé Émilie et Ben au Miller dîner. Nous y allions depuis que les enfants étaient petits. À l'époque, il y avait des banquettes en vinyle rouge et une section fumeur. La section fumeur avait disparu depuis longtemps, mais d'une manière ou d'une autre, les banquettes avaient survécu à chaque rénovation. Ben est venu de Cincinnati en voiture.
Il m'a serré dans ses bras sur le parking. Émilie aussi cette fois. Ça a aidé. Nous avons commandé du café. Ben a commandé des crêpes même s'il était presque 19 heures. Tu as 25 ans, a dit Émilie. Et libre. Tu manges dans le menu enfant sur le plan émotionnel. Ça a été une semaine difficile. J'ai ri. C'était le premier son normal que l'un de nous avait fait ensemble depuis des jours. Puis je leur ai raconté toute l'histoire, pas les détails de l'affaire. Ils n'en avaient pas besoin. Je leur ai parlé de l'entreprise, de l'argent de leur grand-père, de la restructuration, des 62 et 38. Ben a écouté sans interrompre. Finalement, il a dit, « Alors, papa l'a vraiment créé ?» Oui. Et il a amené la plupart des premiers clients. Oui. Mais l'argent de grand-père l'a sauvé. Oui. Et tu en possédais la majeure partie après ça. Oui. Il a trempé un morceau de crêpe dans du sirop. Alors pourquoi tout le monde pensait que papa était le patron? Je l'ai regardé. Parce qu'il agissait comme tel. Ben a attendu. Les enfants savent quand vous leur donnez une demi-réponse, même quand ils sont adultes. J'ai soupiré. Et parce que je l'ai laissé faire. Émilie a baissé les yeux sur son café. Personne n'a rien dit pendant un moment. J'apprenais à ne pas me précipiter dans le silence pour le combler. Le lendemain matin, Vanessa et Rick ont fait le travail pour moi. Je marchais vers la salle des photocopies quand j'ai entendu leur voix à travers la porte partiellement fermée de Rick. Vanessa ne criait pas. C'était plus facile à entendre. Tu m'as dit que c'était à toi. Ça l'est. Non, Rick. Une pause. Tu diriges les ventes. Tu es important là-bas. Ce n'est pas la même chose. Je me suis arrêté. Je n'aurais pas dû. L'écoute aux portes n'était pas exactement une nouvelle norme de croissance personnelle, mais je me suis arrêté. Rick a dit quelque chose trop bas pour que je l'entende. Vanessa a répondu, « Tu m'as dit que tu pouvais prendre des décisions sans elle. » Je peux. Alors pourquoi ne peux-tu pas me donner ce que tu as promis? J'ai continué mon chemin avant qu'il ne me voie. Mais cette phrase est restée avec moi. Tu es important là-bas. Ce n'est pas la même chose. Vanessa parlait de l'entreprise. J'ai commencé à penser à combien d'autres endroits cette distinction s'appliquait. Être important n'était pas la propriété. Être nécessaire n'était pas de l'amour. Et maintenir quelque chose en fonctionnement n'était pas la preuve que les gens à l'intérieur vous respectaient. Plus tard dans l'après-midi, Martin a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai dit, « Si tu es sur le point de me demander de passer, je te facture le kilométrage. » Pas besoin. Sa voix était différente. Que s'est-il passé? J'ai reçu un appel de quelqu'un que je connais chez Harrison Office Group. Harrison était l'un de nos plus grands concurrents dans le centre de l'Ohio. Ma première pensée était évidente. Rick cherche un emploi. Je le pense. J'ai fermé la porte de mon bureau. Pendant un instant, je n'étais même pas en colère. Bien sûr, il cherchait. Notre mariage se terminait. Son avenir chez Mercer était incertain. Il avait tout à fait le droit de penser à un emploi. Puis Martin a dit, « Ce n'est pas le problème. » J'ai attendu. Il leur a donné une liste de comptes qu'il croit qui le suivraient. Ma main s'est crispée autour du téléphone. Quel genre de liste? Des clients de Mercer. Cela a tout changé. Rick ne se préparait pas simplement à la possibilité de devoir partir. Il prévoyait de partir en emportant autant d'affaires qu'il pourrait persuader de le suivre. Tout en percevant un salaire de Mercer, tout en participant à des réunions avec nos clients, pendant que j'essayais de ne pas endommager l'entreprise parce que je savais à quel point il était important pour elle. J'ai presque admiré l'ironie. Presque. Martin a demandé doucement. Veux-tu toujours attendre? 2 jours plus tôt. J'aurais attendu, parce que renvoyer Rick pendant un divorce pourrait paraître personnel, parce que les clients pourraient partir, parce que les employés pourraient paniquer. Parce que malgré tout, une partie de moi essayait encore de le protéger des conséquences de ses propres décisions. J'ai regardé la liste de clients que Martin m'avait envoyée par courriel. Puis j'ai pensé à quelque chose qu'Émilie avait dit. Tu nous as laissé l'applaudir.
J'avais passé très longtemps à protéger la version de Rick que les autres voyaient. Je n'allais pas protéger cette version de lui-même. Non, ai-je dit. Que veux-tu faire? J'ai fermé le dossier. Nous élaborons un plan de transition. Et Rick, pour une fois, Rick peut attendre que nous soyons prêts. Martin voulait agir vite. Je voulais agir avec précaution. Ce ne sont pas toujours les mêmes choses. Pendant les 2 jours suivants, nous avons passé Mercé en revue, un morceau à la fois. Quels clients traitaient presque exclusivement avec Rick? Lesquels avaient des relations avec Tom ou moi qui pouvions reprendre les projets hospitaliers? Quelles propositions se trouvaient sur le bureau de Rick? À quoi pouvait-il accéder s'il partait en colère? C'était froid de réduire 28 ans de travail aux côtés de mon mari à des mots de passe, des contrats et des relations clients. Mais chaque fois que la culpabilité s'insinuait, je me rappelais la liste de clients. Rick n'avait pas fait cette liste parce que j'avais blessé ses sentiments. Il l'avait faite parce qu'il avait l'intention d'utiliser les ressources de Mercé tout en planifiant un avenir qui nuirait à Mercé. Il y avait une différence. Le vendredi matin, nous étions prêts. La réunion était prévue pour 14 heures. À 11h15, Rick est entré dans mon bureau et a fermé la porte. Sans frapper. Certaines habitudes survivent à tout. Tu convoques une réunion de direction? Oui. À propos de moi? Oui. Il m'a dévisagé. Au moins, tu ne fais pas semblant. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire semblant ces derniers temps. Il a ignoré cela. Martin dit qu'un conseiller externe vient. Oui. Rick a eu un petit rire. Alors c'est ce que nous faisons. Que faisons-nous? Tu utilises l'entreprise pour me punir de t'avoir quitté. Je savais que cette phrase allait arriver. Elle m'a quand même mise en colère. J'ai ouvert le dossier sur mon bureau et j'ai fait glisser une page vers lui. La liste de clients. Rick a baissé les yeux. Son expression a à peine bougé. Cela m'en a dit assez. Je ne te renvoie pas parce que tu m'as quitté. Me renvoyer? Je n'ai pas fini. Tu viens de le faire. Je te renvoie parce que tu as essayé de partir avec les clients. Ses yeux se sont levés. Ce sont mes relations. Ce sont les comptes de Mercé. J'ai apporté la plupart d'entre eux. Et beaucoup de gens les ont gardés ici. Rick a repoussé le papier vers moi. Tu ne comprends rien aux ventes. Je comprends que les clients ne sont pas des meubles, Rick. Tu ne les mets pas dans ton coffre quand tu pars. Il a réellement souri à ça. Pendant peut-être une demi-seconde, il ressemblait à l'homme avec qui j'avais passé 31 ans. Puis ça a disparu. Tu penses qu'ils vont rester parce que tu leur dis de le faire? Non, bon. Ils resteront ou partiront en fonction de si nous continuons à faire du bon travail. Il a secoué la tête. Tu n'as aucune idée de la part de cette entreprise qui s'en va si je pars. Cette phrase aurait pu me faire peur. Une semaine plus tôt, elle l'aurait fait. Maintenant, elle me fatiguait simplement. Alors nous le saurons. Il m'a dévisagé. Je pouvais voir qu'il ne s'attendait pas à cette réponse. Pendant des années, l'un de mes rôles avait été d'empêcher Rick de découvrir le coût total de ses risques. Apparemment, je faisais ça à la maison aussi. À 14 heures, nous nous sommes réunis dans la plus petite salle de conférence de la direction. Pas de spectacle de conseil d'administration, pas de foule attendant de voir Rick tomber. Juste Martin, notre conseiller externe, Tom Reynolds, un autre cadre supérieur nommé Suzanne Patel. Rick et moi. Rick a regardé autour de lui. Tom et Suzanne doivent être ici pour ça. J'ai dit, ils doivent comprendre la transition. Il n'y aura pas de transition. Notre avocate a ouvert le dossier devant elle. Si, il y en aura une. Elle l'a expliqué dans le langage le plus sec imaginable. Compte tenu de ma participation majoritaire et des documents constitutifs de l'entreprise, Rick était démis de ses fonctions de président avec effet immédiat. Il aurait 2 options, rester pour une période de transition limitée sous des restrictions spécifiques ou démissionner immédiatement de son poste de direction. Sa participation de 38% était distincte et serait gérée par le processus d'évaluation et de divorce approprié. Rick a écouté jusqu'à ce qu'elle ait fini. Puis il m'a regardé. Tu as planifié tout ça? Oui. Depuis combien de temps?
Depuis que j'ai découvert que tu proposais nos clients à Harrison. Son visage s'est crispé. Je me protégeais. Tom a bougé sur sa chaise. Rick l'a remarqué. Quoi? Tom a secoué la tête. Rien. Non. Dis-le. Tom travaillait avec nous depuis 22 ans. Il était l'un de ces hommes qui pouvaient passer toute une réunion sans parler et pourtant en savoir plus que tout le monde dans la pièce. Il a dit, « Je ne pense pas que tu veuilles que je le dise. » Rick s'est adossé. Cette entreprise n'existerait pas sans moi. Personne n'a répondu. Cela l'a rendu plus en colère. La moitié de ses clients ne connaîtraient pas Mercé si je n'avais pas franchi leur porte. Tom l'a finalement regardé. Certains clients sont venus grâce à toi, Rick. Rick a écarté les mains comme si cela prouvait tout. Tom a continué. L'entreprise est restée grâce à Diane. Silence. Personne ne m'a regardé. Dieu merci. S'il l'avait fait, j'aurais peut-être pleuré, ce qui aurait gâché un moment parfaitement bon. Rick a dévisagé Tom. Tu crois vraiment ça? Je suis ici depuis 22 ans. C'est tout ce que Tom a dit. Il n'avait pas besoin d'une autre phrase. Pendant des décennies, j'avais été si prudente de ne pas diminuer Rick que je m'étais diminué moi-même à la place. Et maintenant, quelqu'un d'autre avait dit la chose que je ne m'étais jamais autorisé à dire. Rick s'est retourné vers moi. Tu as toujours dû être celle qui contrôle. Non. Il a ri amèrement. Allez. Je devais faire en sorte que les choses fonctionnent. C'est la même chose. J'ai presque argumenté, puis je me suis arrêté. Peut-être que c'est ce que nous nous sommes dit pendant 30 ans. Ça l'a décontenancé. Je pouvais le voir. J'ai dit, je t'ai pris des choses. Martin m'a regardé, se demandant probablement où j'allais. Quand tu as pris une mauvaise décision, je suis intervenu. Quand tu en as pris une autre, je suis intervenu à nouveau. Finalement, j'ai arrêté de te demander si tu le voulais. Rick n'a rien dit. Je peux l'assumer. Son expression s'est légèrement adoucie. Puis j'ai continué, mais le fait que tu sois en colère contre moi ne rend pas ce que tu as fait honorable. Voilà, la partie que je n'étais pas prête à partager. La responsabilité n'était pas la même chose que la culpabilité. Rick a baissé les yeux sur la table. Après un moment, il a dit, « Tu penses vraiment que tu peux diriger cet endroit sans moi ?» J'ai pensé à répondre rapidement. Je ne l'ai pas fait, Rick. Je le dirige avec toi depuis 28 ans. Il m'a regardé. La différence, c'est que maintenant je n'aurai plus à faire semblant que tu le dirigeais seul. Personne n'a parlé après ça. Rick a d'abord refusé l'accord de transition. Il a dit qu'il démissionnerait immédiatement. Notre avocate lui a dit que c'était son droit. Puis la réalité a commencé à faire ce que la réalité fait. Quelques-uns des clients que Rick supposait le suivraient avaient déjà parlé à Tom et Suzanne. Ils étaient préoccupés par la continuité, mais ils n'étaient pas pressés de déchirer des contrats et de tout recommencer. Rick avait besoin de revenus. Et avec la garantie personnelle que Martin avait découverte, la fierté était soudainement devenue chère. Il a demandé 15 minutes seul avec son avocat. Quand il est revenu, il a accepté la transition, un contact client limité, aucune sollicitation, des responsabilités définies, 30 jours. Ce n'était pas la fin dramatique que Carole aurait préférée. Elle avait suggéré quelque chose impliquant des gardes de sécurité et Rick transportant ses affaires dans une boîte en carton de papier d'imprimante. La vraie vie nous a donné des papiers à la place. Vanessa a démissionné le lundi suivant. Elle a demandé 5 minutes avant de partir. Nous nous sommes rencontrés dans mon bureau. Elle avait l'air différente sans la confiance qu'elle portait à ma table de salle à manger. Je te dois des excuses. Oui. Cela a semblé la surprendre. Elle a pris une profonde inspiration. Ce que j'ai dit chez toi à propos de t'aider à faire tes valises. J'ai attendu. C'était cruel. Oui. Je n'aurais pas dû être là. Non. Elle a baissé les yeux. Rick m'a dit que tu étais au courant pour nous. Je sais. Il m'a dit que tu dépendais financièrement de lui. Celle-là a fait mouche. Je ne l'ai pas laissé voir à quel point. Il a dit qu'après le divorce,
il s'assurerait que tu sois prise en charge. J'ai presque ri. Au lieu de ça, j'ai demandé, et tu l'as cru? Vanessa a rencontré mes yeux. Je l'ai cru parce que je voulais le croire. C'était probablement la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. J'ai hoché la tête. Tu ne me devais pas un mariage, Vanessa. Rick, si. Un soulagement a vacillé sur son visage, trop tôt. Mais tu me devais une décence élémentaire dans ma propre maison. Le soulagement a disparu. C'est juste. Elle s'est levée pendant une brève seconde embarrassante. J'ai apprécié de la voir partir. J'aimerais pouvoir vous dire que j'avais évolué au-delà de ça. Ce n'était pas le cas. Pas encore. Ce soir-là, je suis rentré à la maison. Rick faisait ses valises. Des boîtes en carton bordaient le couloir. Du ruban adhésif était posé sur la table de la salle à manger à côté d'un marqueur noir. Il emballait des photographies encadrées dans de vieilles serviettes. Pendant un instant, nous n'étions que deux personnes d'âge moyen démantelant une vie. Puis Rick a jeté un coup d'œil vers la salle à manger. Amener Vanessa ici était cruel. Oui. Je n'aurais pas dû le faire. Non. Il m'a regardé. Mais ce n'était pas le pire. Son visage a changé. Qu'est-ce que c'était? J'ai pris un moment. À un moment donné, tu as cessé de me voir comme la personne à tes côtés. Je suis devenu la personne qui se tenait sur ton chemin. Rick est resté silencieux. Puis il a dit, tu as cessé de me voir aussi. Une semaine plus tôt, je me serais battu avec lui. Au lieu de ça, j'y ai pensé. Peut-être que oui. Il a hoché la tête. Il n'y avait plus rien à gagner dans cette conversation. Une heure plus tard, Rick a porté la dernière boîte à sa voiture. Je suis resté dans la cuisine pendant que la porte d'entrée se fermait. J'avais imaginé ce moment plusieurs fois. Je pensais que je me sentirais puissante, justifiée, libre. Au lieu de ça, je me suis assise à la table et j'ai pleuré si fort que j'ai dû mettre ma tête dans mes mains parce que la dignité n'efface pas le chagrin. Et avoir raison ne rend pas 31 ans moins douloureux quand ils sont emballés dans des boîtes en carton et emportés. La première chose que j'ai apprise après le départ de Rick, c'est que le silence a un son. Le nôtre était le réfrigérateur. Pendant 31 ans, j'avais à peine remarqué ce réfrigérateur. Après le départ de Rick, je pouvais l'entendre depuis le salon. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que gagner coûte cher. Pas métaphoriquement, je veux dire littéralement cher. Le divorce a pris des mois. Les 38% de Rick dans Mercé ne se sont pas évaporés parce qu'il s'était mal comporté et je ne m'y attendais jamais. Nous avions des évaluations, des négociations, des comptes de retraite, la maison et plus de feuilles de calcul que n'importe quel mariage ne devrait en exiger à la fin. J'ai refinancé une partie du rachat de l'entreprise. Pendant plusieurs mois, je me suis réveillé vers 3 heures du matin en faisant des calculs de paie dans ma tête. 2 clients ont quitté Mercé. Un vendeur senior est parti avec Rick. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai dit un mot que mon père n'aurait pas approuvé. Puis j'ai rouvert la porte et je suis retourné au travail. La plupart des clients sont restés. Cela a surpris Rick. Pour être juste, ça m'a surprise aussi. Il avait toujours été doué pour que les gens se sentent personnellement connectés à lui. Ce que ni l'un ni l'autre n'avions pleinement apprécié, c'est combien de relations s'étaient développées au-delà de lui au fil des ans. Tom connaissait des gens. Suzanne connaissait des gens. Je connaissais des gens. Apparemment, une entreprise pouvait avoir plus d'un adulte en son sein. Rick a terminé sa transition de 30 jours et a pris un poste chez un concurrent plus petit, pas Harrison. Ils avaient apparemment décidé que la situation de la liste de clients le rendait plus excitant qu'ils ne le préféraient pour un nouveau cadre. Je n'ai pas célébré ça. Carole l'a fait assez pour nous deux. Quelques mois plus tard, elle m'a appelé un samedi matin. Es-tu assise? Je le suis maintenant. Rick et Vanessa ont rompu. J'ai attendu. Carole a attendu. Finalement, elle a dit, eh bien? Eh bien, quoi? C'est tout ce que j'obtiens. Que veux-tu? J'ai gardé cette information toute la matinée. J'ai ri. Désolé. Voudrais-tu que je allaite? Un peu d'enthousiasme ne te tuerait pas. D'accord.
Je lui ai offert le halètement le plus théâtral que je pouvais. Carole a dit, « Tu es odieuse. » C'est de famille. Après avoir raccroché, je suis restée assise là avec mon café et j'ai attendu de ressentir quelque chose. De la satisfaction, peut-être. Il y en avait un peu. Je ne vais pas mentir et prétendre que j'avais atteint la sainteté, mais surtout je me sentais fatigué d'eux, et c'était nouveau. Pendant des mois, Rick et Vanessa avaient occupé une partie de mon cerveau chaque jour. Maintenant, j'avais passé presque une semaine sans me demander ce que l'un ou l'autre faisait. C'était mieux que n'importe quelle vengeance. Les choses avec Émilie ont pris plus de temps. Un dimanche après-midi, elle est venue pendant que je triais les placards de la cuisine. J'avais atteint ce stade du divorce où apparemment une femme regarde 17 couvercles de boîtes de conservation en plastique et pense, eh bien, au moins je peux contrôler ça. Émilie a pris l'un des couvercles. Celui-ci ne va avec rien. Je sais. Alors pourquoi l'as-tu? J'y suis attaché émotionnellement. Elle l'a jeté dans le bac de recyclage. Sois courageuse. Nous avons travaillé un moment. Puis elle a dit, « Maman, je suis désolée. » J'ai su immédiatement ce qu'elle voulait dire. Tu n'as pas à le faire. Si, je dois le faire. Elle s'est appuyée contre le comptoir. J'ai cru papa trop vite. Tu as cru le parent qui a parlé en premier. Ce n'est pas vraiment réconfortant. Non. Elle a baissé les yeux. J'aurais dû te demander. J'ai mis le récipient dans ma main de côté. La prochaine fois que quelqu'un te raconte une histoire où il est complètement innocent et l'autre personne est complètement folle, pose une deuxième question. Émilie a souri. Juste une? J'essaie de devenir moins contrôlante. Elle a ri. Moi aussi. C'était à peu près ce qui se rapprochait le plus d'une réconciliation formelle. C'était suffisant. Ben a géré les choses différemment. Il appelait plus souvent. Ne parlait jamais beaucoup du divorce. Il me posait des questions sur Mercé, me parlait de son travail, se plaignait du loyer à Cincinnati. Puis un soir, il a dit presque nonchalamment, « Je pense que je supposais que papa possédait l'entreprise parce qu'il en parlait tout le temps. » J'ai dit, « C'est probablement en partie ça. » Tu n'en parlais pas. Non. Pourquoi pas? J'y ai pensé. Parce que je pensais que le travail devait parler de lui-même. Ben est resté silencieux. Puis il a dit, « Parfois, tu dois parler aussi, maman. Laissez à votre enfant le soin de résumer 3 décennies de thérapie que je n'avais pas eues. Chez Mercé, j'ai fait des changements, pas ceux que les gens attendaient. Je n'ai pas mis mon nom en lettres de 6 pieds sur le bâtiment. Je n'ai pas déménagé dans l'ancien bureau de Rick. En fait, j'ai donné ce bureau à Suzanne. J'ai promu un directeur des opérations nommé Kevin Walsh, qui était avec nous depuis 9 ans et qui savait me dire non sans en faire une affaire d'État. Cela s'est avéré être une qualification importante. J'ai commencé à prendre 2 vendredis de congé par mois. Le premier vendredi, j'ai vérifié mes courriels 14 fois avant midi. Le deuxième vendredi, 9. Au 4e mois, j'ai réussi à déjeuner avec Carole sans mettre mon téléphone sur la table. Progrès. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à être fier que tout le monde ait besoin de moi. Si la paix avait un problème, appelez Diane. Si un fournisseur se mettait en colère, appelez Diane. Si Rick promettait quelque chose d'impossible, appelez Diane. Si l'un des enfants oubliait une date limite, appelez maman. Être nécessaire avait beaucoup ressemblé à être aimé. Il m'a fallu 52 ans pour remarquer que ce n'était pas la même chose. Un après-midi, je traversais l'entrepôt quand j'ai entendu Tom faire visiter à un nouvel employé. Le jeune homme a demandé, « Qui a fondé cet endroit ?» J'ai ralenti sans le vouloir. Tom a dit, « Rick et Diane Mercé. » C'était tout. 4 mots, Rick et Diane Mercé. 1 an plus tôt, je me serais peut-être arrêté. J'aurais peut-être ajouté du contexte. J'aurais peut-être porté ces 4 mots comme un trophée. Au lieu de ça, j'ai continué à marcher. C'était étrangement bon de ne pas avoir besoin que quelqu'un remarque que j'avais entendu. À l'automne, les dîners du dimanche ont recommencé chez moi. Pas toutes les semaines. J'avais enfin appris que nourrir ses enfants adultes n'était pas une obligation légale, mais assez souvent. Un dimanche,
Emily et son mari sont venus avec les enfants. Ben est monté de Cincinnati. Carole est arrivée en portant des petits pains qu'elle avait légèrement brûlés et a blâmé son four. Mon four a des points chauds. Ton four a été piégé, lui ai-je dit. Mon plus jeune petit-fils voulait s'asseoir à côté de moi, alors tout le monde a commencé à déplacer les chaises. Le temps que nous nous asseyions, rien n'était à sa place habituelle. Émilie a regardé vers le bout de la table. Maman, n'est-ce pas ta chaise? J'ai suivi son regard. Elle était là, la même chaise sur laquelle Vanessa s'était assise ce jeudi soir-là, vide. Pendant une seconde, je me suis souvenu de l'enveloppe à côté de mon assiette. Rick mâchant du rôti de bœuf. Vanessa disant qu'elle m'aiderait à faire mes valises. J'avais passé une si grande partie de ma vie à penser qu'une place était quelque chose que l'on protégeait. Votre chaise, votre mariage, votre travail, votre rôle dans la famille. Comme si perdre la position signifiait se perdre soi-même. Mon petit-fils m'a tiré la manche. Mamie, assieds-toi ici. Alors j'ai pris mon assiette et je me suis assise à côté de lui. Je peux m'asseoir où je veux. Personne n'a reconnu cela comme un moment profond. Dieu merci. Carole a demandé le beurre. Ben s'est plaint des petits pains. Mon petit-fils a volé une pomme de terre rôtie de mon assiette, puis l'a nié alors qu'il était encore en train de mâcher, et nous avons dîné. Parfois, je pense encore à la question que j'ai posée à Rick cette première nuit. Est-ce que ton avocat t'a dit qui possède l'entreprise? À l'époque, cela semblait être la carte la plus importante que j'avais, et financièrement, cela comptait énormément. La propriété m'a donné un levier. Elle a protégé quelque chose que mon père avait sacrifié pour sauver. Elle a empêché Rick de promettre quelque chose qui n'était pas à lui de donner. Mais ce n'est pas ce qui m'a sauvé. La partie la plus difficile a été d'apprendre la différence entre être utile et être valorisé, entre être nécessaire et être aimé, entre maintenir la paix et être respecté, et entre laisser quelqu'un briller et se faire disparaître pour qu'il le puisse. Je ne regrette pas 31 ans de mariage. Pas tous. Il y a eu de bonnes années. Il y a eu 2 enfants. Il y a eu des matins de Noël et des disputes ridicules et des vacances qui se sont si mal passées que nous en avons ri pendant des années. Rick et moi avons vraiment construit quelque chose ensemble. Il n'a pas été un monstre pendant 31 ans juste parce qu'il m'a finalement maltraité. Et je n'étais pas une idiote de l'avoir aimé juste parce que je suis resté plus longtemps que j'aurais dû. Nous sommes devenus 2 personnes qui ont cessé de se dire la vérité sur ce que notre mariage était devenu. Rick a mal géré ça. Moi aussi, d'une manière différente. La différence, c'est que je ne pouvais changer que ma partie. Pendant des années, j'ai pensé qu'avoir une place signifiait s'assurer que personne ne prenne ma chaise. J'avais tort. Je n'avais pas besoin de récupérer mon ancien siège. Je savais enfin que j'avais ma place à la table. Si vous avez déjà eu à reconstruire votre vie après avoir réalisé que vous vous étiez rendu trop petit pour quelqu'un d'autre, vous comprenez probablement pourquoi cela comptait plus que de posséder n'importe quelle entreprise.